Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer dans le cadre de ce symposium sur l'éducation transformatoire. Mon nom est Mélanie Champoux, je suis étudiante-chercheur basée au Québec, au Canada. Je complète actuellement le programme cours en éducation transformatoire à l'Université du Québec en Outaouais et j'entame un doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Également, je travaille comme chargée de projet à l'Université de Sherbrooke, ce qui m'amène à rencontrer des étudiants sur une base régulière. Mes propres études de maîtrise dans un programme professionnalisant en environnement ainsi que les propos qui me sont partagés régulièrement par des étudiants poursuivant des études dans une diversité de programmes, m'ont fait réaliser que face à l'urgence, à la gravité et à l'irréversibilité de la crise climatique, ainsi que face aux nombreuses injustices sociales, discriminations et inégalités, de toutes sortes, qui sont elles-mêmes inextricablement liées à de multiples situations d'injustice environnementale. Et face au constat que cette crise plurielle fait peser une menace sérieuse sur nos acquis démocratiques, je me suis aperçue que les étudiants qui prennent conscience de l'ampleur de ces enjeux ont bien du mal à trouver un sens à un parcours d'études orienté envers leur employabilité. Comment en effet être motivé à se sentir engagé dans un projet éducatif qui fait fi de ces enjeux fondamentaux et critiques ou qui les aborde de manière superficielle? Comment envisager s'investir dans des études qui n'ont pour finalité que de faire de soi un professionnel compétent à accomplir un rôle dans un système qui ne remet pas en cause le statu quo, qui ne cherche pas à transformer l'ordre dominant? C'est face à ces constats que j'ai choisi de poursuivre mon engagement citoyen à travers la recherche en éducation. Dans le cadre de cette brève présentation, je me propose de vous partager certaines pistes de réflexion qui m'habitent actuellement. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour une petite présentation. Voilà, je vais agrandir. Alors, je me propose de vous amener avec moi dans le mouvement des initiatives de transition au Québec en nous focalisant sur une question principale, c'est-à-dire en cherchant à induire de ces expérimentations des repères pour les formations universitaires qui soient engagées envers une transition éco-sociocritique, donc qui aborde à la fois les enjeux de justice environnementale et sociale d'un même front par les intersectionnalités et qui est ancrée dans le courant de la critique sociale. Alors, on va commencer par une brève mise en contexte qui va vous expliquer que ces premières réflexions-là font partie de l'amorce de mon projet de recherche doctorale et s'inscrivent plus spécifiquement dans le volet empirique. Ensuite, nous allons regarder justement quelle axiologie de ces initiatives de transition au Québec. Donc, quelles sont leurs intentions, leurs visions et leurs valeurs et principes qu'elles mettent de front. Et nous allons donc tenter de faire le parallèle pour en induire des pistes pour la formation universitaire. Alors, le titre préliminaire de ma thèse de doctorat s'énonce comme suit: Fondements axiologiques pour des formations universitaires engagées envers une transition éco-sociocritique. Et le sous-titre, en fait, fait état de ma démarche épistémologique, une rencontre féconde entre théorie sociocritique, pratique émergente et sagesse ancestrale en résurgence. Il y a donc trois axes à ma recherche. L'axe théorique qui est celui des théories sociocritiques. Donc, j'aborde dans cet axe, les théories antiracistes, la pédagogie critique, l'écoféminisme, l'écologie décoloniale, bref, une intersectionnalité des enjeux sociaux et environnementaux ancrés dans la théorie critique. Ensuite, le deuxième axe, les pratiques émergentes, eh bien, c'est là que je fais le postulat, en fait, que les savoirs qui sont co-construits actuellement sur le terrain par des acteurs dans le cadre d'initiatives de transition sont à même de nous offrir des pistes pour l'amélioration de la formation universitaire. Et troisième axe, sagesse ancestrale en résurgence, eh bien, il s'agit en fait de décentrer notre regard par un processus de décolonisation et à tenter d'embrasser une diversité d'épistémologies. Alors, comme je vous disais, on va tenter de faire très humblement ici un premier portrait global du mouvement des initiatives de transition au Québec. Alors, je l'ai intitulé Un univers d'intention et de vertu. A-t-on affaire à un nouveau récit ou à des nouveaux récits? Alors, il s'agit d'une recherche exploratoire, bien sûr, qui consiste en fait à une analyse thématique du discours. Le questionnement que je pose, c'est au sein du paysage multiforme des initiatives de transition, quelles semblent être les intentions qui animent les acteurs insérés dans ces initiatives? Plus précisément, je cherche à connaître les missions qu'ils se donnent ainsi que les valeurs et les principes qui guident leur praxis.
Enfin, on se demande les savoirs théoriques et pratiques qui sont construits dans le creuset des initiatives, comment peuvent-ils contribuer à améliorer les programmes de formation universitaire dans le contexte d'une transition éco-sociocritique? Et dans le même temps, quel rôle l'université a à jouer dans la formation de personnes appelées à rejoindre ces initiatives de transition? Pour faire cette petite analyse, j'ai utilisé la cartographie des initiatives de transition d'un organisme qui s'appelle Passerelle et ce sont en tout 38 projets, initiatives de transition que j'ai utilisées pour pouvoir faire cette analyse de discours. Donc, en fait, j'ai été sur leur site web pour aller chercher des éléments en lien avec leur vision, mission, valeurs, leur section historique et à propos de nous. Et j'ai fait, en fait, une petite, analyse lexicométrique, pour tenter de repérer les éléments principaux du discours. Bon, évidemment, il y a des limites à cette, petite recherche exploratoire. C'est que ce qui est important de dire, c'est que l'échantillon des initiatives est restreint aux initiatives qui respectent les critères, le cadre de référence de l'organisme passerelle, que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, ça exclut les initiatives de transition qui seraient portées uniquement par le secteur public et ça exclut également les organisations privées marchandes. Évidemment, aussi, il faut bien prendre en compte qu'il s'agit ici d'une analyse du discours officiel sur les sites Internet. Donc, je n'ai pas encore, bien que c'est prévu, effectué d'entretien en profondeur avec des acteurs insérés dans ces initiatives. Donc, il se peut que ça ne reflète pas tout à fait les visions particulières, singulières des acteurs. Alors, ce fameux cadre de référence auquel Passerelle s'est donné en fait des balises pour permettre à des initiatives de transition de s'inscrire sur leur plateforme. La plateforme que je vous montre, non, c'est ça, je ne l'ai pas ici, mais en fait, ce sont des initiatives de transition qui sont répertoriées partout au Québec, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors, elles doivent répondre aux engagements suivants. Donc, en matière d'environnement, les initiatives doivent répondre à un problème écologique objectif. Ils doivent également viser l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population en général. Donc, l'initiative ne doit pas se concentrer uniquement sur l'aspect environnemental, mais viser également une amélioration de l'équité et de la justice sociale. Les acteurs doivent afficher une volonté d'adopter des changements systémiques. Donc, on nous dit que les porteurs de l'initiative perçoivent la gravité de la crise environnementale et des changements climatiques, qu'ils adhèrent à une redéfinition de la croissance et qu'ils mettent en place des solutions qui visent une transformation en profondeur de leur secteur pour faire face à la fois aux défis environnementaux, au changement climatique et aux inégalités. Ils doivent également adopter une gouvernance démocratique, notamment en mettant en place des mécanismes de délibération et de démocratie citoyenne. Et leur viabilité économique doit être assujettie à leur mission environnementale et sociale. Alors, de l'ensemble du matériel répertorié sur ces 38 sites Internet d'initiatives de transition, j'ai recensé 89 verbes d'action qui expriment une intention. Ici, dans le nuage de mots, vous avez les mots qui reviennent le plus fréquemment, donc qui ont le plus grand nombre d'occurrences, soit agir, promouvoir, favoriser, réunir, accompagner, engager, éduquer, transformer, sensibiliser, encourager, permettre, partager et impliquer. Ce sont donc ceux qui reviennent le plus souvent, mais il y en a 89. Donc, pour tenter de rendre ces intentions intelligibles, je les ai analysées un peu plus finement pour les recouper par familiarité et je suis arrivée en fait à 6 grandes catégories d'intentions, soit celle de transformer, d'éduquer, de faire, être et avoir ensemble, d'offrir un soutien pour développer les capacités, d'avoir un impact et d'agir concrètement sur le terrain. Maintenant, si on regarde les enjeux auxquels ils tentent de répondre, eh bien, on a des enjeux en matière d'agriculture et d'alimentation. On a des enjeux de territoire, ville et quartier. D'autres en lien avec la surconsommation et la réduction des déchets. Des enjeux également en lien avec les changements climatiques et les gaz à effet de serre. Ensuite, en termes d'écosystème et de protection de la biodiversité. Et aussi des initiatives qui tentent d'offrir des manières de relocaliser l'économie. Les 2 dernières catégories sont justice sociale, inclusion et lutte aux vulnérabilités, ainsi que gestion et gouvernance démocratique. Ils apparaissent moins souvent en termes d'occurrence, par contre, ils semblent vraiment transversaux à l'ensemble des actions posées par les porteurs d'initiatives.
En ce qui concerne la constellation de valeurs et de principes, il y en a beaucoup. Ici, je les ai répertoriés par nuage de mots, encore une fois, pour tenter d'identifier des familles de valeurs. Donc, on a tout ce qui est en lien avec l'espoir, l'optimisme, qui nous porte à l'innovation et à l'audace. Ensuite, on a tout ce qui touche à la culture du local, communautaire, collectif, développement du sentiment d'appartenance à la collectivité, le partage qui vient avec ça. Puis on a un univers du positif, du plaisir, du convivial. C'est faire la transition, c'est quelque chose de fun, de positif, d'amusant. Donc, ça se veut très rassembleur ici et ça se veut aussi, je crois, une stratégie aussi pour aller mobiliser le plus de gens possible. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'univers de l'entraide, de la solidarité, de l'empathie, bienveillance, respect, mutualité et écoute. Puis, il y a l'univers plus praxéologique de valeurs et de principes. En fait, il s'agit de voir la transition comme quelque chose qui doit s'effectuer selon un processus adaptatif, évolutif, émergent, collectif, inclusif, transparent, juste, équitable, démocratique, qui adopte des principes de gestion horizontale, participatif, interculturel, qui promeut l'autonomie et l'autodétermination. Donc, déjà très rapidement, par cette petite analyse du discours, on peut voir que les initiatives de transition, en fait, celles qui répondent aux critères du cadre de référence de passerelle, c'est important de le dire, cherchent à radicaliser la démocratie, à favoriser la participation citoyenne par une certaine réappropriation du politique, de sa citoyenneté. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si ces visées, ces principes sont mis en œuvre véritablement au sein même du fonctionnement de ces organisations. Donc, sont-elles cohérentes? Et on ne sait pas non plus si les structures de gouvernance ou de gestion qui sont mises en place favorisent des relations de travail démocratiques, ni même des milieux de travail sains. Donc ça reste à vérifier. Aussi, comme je vous le disais, on n'a qu'un portrait officiel des intentions, mais on ne comprend pas non plus comment ces intentions sont forgées dans le récit de vie de ces personnes, ce qui est très intéressant. Donc, c'est pourquoi une prochaine étude de cas ethnographiques et phénoménologiques en profondeur avec une méthodologie des histoires de vie devrait me permettre de mieux éclairer le contexte et d'en tirer des interprétations plus riches et nuancées. Deux choses retiennent notre attention en ce qui concerne l'université, la formation universitaire. Donc, de cette petite recherche, petite analyse exploratoire, on peut dire que l'université doit assumer sa responsabilité quant à la formation de professionnels aptes à piloter de manière juste et démocratique le changement écosociétal qui est exigé par les défis que pose la crise socio-écologique et les savoirs co-construits qui émergent de collectifs de citoyens et citoyennes professionnels engagés dans une transformation dite transformative, une transition, pardon, dite transformative et juste, doivent percoler au sein même des programmes de formation universitaire. D'ailleurs, récemment, j'avais un entretien avec René Audet, qui est titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique à l'UQAM, et il me disait qu'il remarque que le mouvement des initiatives de transition tend à se professionnaliser de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui sortent d'université, qui démarrent de nouvelles initiatives de transition, qui se joignent à des initiatives déjà en place. Donc, mais cela me dit que c'est d'autant plus important et que l'université doit jouer son rôle dans la formation de ces professionnels engagés dans la transition. On l'a vu, les enjeux de la transition sont pluriels, hein. Ils nécessitent donc le concours de tous les programmes de formation universitaire. Donc, je tiens à dire ici qu'il ne ça veut pas, l'enjeu ne se situe pas dans la création de nouveaux programmes de formation universitaire qui seraient spécialisés dans la transition. Donc, il ne s'agit pas de former de nouveaux professionnels transitionneurs, ni non plus ne concerne exclusivement certains programmes de formation universitaire déjà existants, comme en environnement ou en innovation sociale, par exemple, mais que véritablement, c'est l'ensemble des formations universitaires qui doivent s'engager envers une transition éco-socio-critique. Ici, dans ce petit tableau, j'ai tenté de faire surgir à gauche certains des éléments saillants qui nous parviennent, en fait, des acteurs de la transition. Et à droite, je les mets en comparaison avec certains constats qu'on peut faire de la formation universitaire actuellement pour voir où sont certaines pistes de travail sur lesquelles on devrait s'attarder pour améliorer les formations universitaires afin qu'elles soient engagées dans la transition.
Alors, première ligne à gauche, on voit que dans les initiatives de transition, on met beaucoup l'accent sur l'entraide, la mutualité, la bienveillance, l'empathie, le respect, la solidarité et l'écoute. À l'université, bien sûr, ces valeurs et ces principes sont proclamés par les discours officiels des institutions. Par contre, leur actualisation réelle dans les situations d'enseignement-apprentissage demeure encore difficile compte tenu de la culture qui est encore ancrée dans la compétition et la comparaison entre les étudiants et également entre les différents programmes. Si je retourne à gauche, deuxième ligne, on voit que dans les initiatives de transition, il est très important d'amorcer, d'améliorer le dialogue démocratique et d'inclure plusieurs voix. J'ai écrit de la marge au centre pour reprendre un titre de l'ouvrage de Bell Hooks, mais il s'agit véritablement, en fait, d'intégrer au centre des discours et des réflexions citoyennes l'ensemble des visions, des positions qui sont actuellement marginalisées. Pourtant, les discours dans l'enseignement, dans la formation universitaire, pardon, est vraiment celui des perspectives dominantes sur le marché du travail, notamment, cela se voit très bien dans les formations dites professionnalisantes. Donc, il s'agit de former des professionnels aptes à occuper des rôles, justement, dans un système qui est donc porteur de valeurs dominantes et de perspectives dominantes sur le monde. Si je retourne à gauche, le paradigme dans les initiatives de transition, on met beaucoup l'accent sur le paradigme de l'émergence, de l'ouverture à l'inédit, de ce qui est en train de se construire de manière démocratique, donc ce qui n'est pas existant, mais qui est quelque chose vers lequel on tente de tendre, une vision, un rêve, la préfiguration des utopies, en fait, des utopies que certains disent réalistes. Alors, par contre, à l'université, on est encore dans un paradigme de contrôle. On a des profils de sortie, on a des référentiels de compétences. Il s'agit, en fait, si on lit comme il faut, qu'est-ce qu'est la définition de la professionnalisation? Il s'agit, de modeler l'identité des personnes pour les acculturer à une profession en particulier. Donc, c'est très contrôlant. On n'est pas tout à fait dans le paradigme de l'émergence. Alors, si on regarde encore une fois à gauche, au sein des initiatives de transition, on met beaucoup l'accent sur le faire, être, avoir ensemble, ici et maintenant, dans la coopération et la co-construction. Pourtant, à l'université, on est encore malheureusement dans le paradigme du que le meilleur gagne, hein. Il s'agit vraiment d'un milieu compétitif dans lequel il y a beaucoup de comparaisons, de concurrence. D'ailleurs, simplement dans la manière d'attribuer, d'évaluer les travaux, les notes, beaucoup d'enseignants vont encore aujourd'hui répartir les notes de leur groupe sur une courbe normale, tentant de départager les moins bons des meilleurs, d'en mettre le plus possible au centre dans la médiocrité, comme nous dirait Alain Deneau. Et il y a aussi beaucoup, évidemment, de compétition pour l'accès aux bourses et les étudiants, même s'ils font de plus en plus de travaux d'équipe, ils restent que dans leur petite équipe, la compétition et la comparaison entre eux, c'est une dynamique qui est reprise. Donc, il faut faire la distinction entre co-construire ensemble et collaborer, par exemple. Donc, tout ça pose une exigence radicale, soit celle de redéfinir le succès académique. Donc, on pourrait poser la question encore plus largement hein, dans nos sociétés, comment redéfinir le succès tout court. Ici, on va se questionner peut-être davantage justement sur le succès académique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une question ouverte qui me porte pour la suite de mes recherches. J'aimerais aller un petit peu plus en profondeur en revenant sur le tableau des 6 catégories d'intentions portées par le porteur d'initiatives de transition pour tenter de voir si ça peut justement nous donner des pistes pour améliorer les formations universitaires. Donc, on va les reprendre un à un. Donc, premièrement, avoir un impact. Eh bien, on peut dire que les étudiantes et les étudiants ne veulent plus seulement apprendre pour eux-mêmes ou pour avoir un emploi, mais ils veulent véritablement contribuer à changer le monde. Ensuite de ça, agir concrètement sur le terrain. Bien, les formations doivent se vivre hors des murs de l'université, sur le terrain, avec les acteurs concernés, hein. C'est tout l'enjeu du décloisonnement de la formation universitaire. Ensuite, ensemble, eh bien, les pédagogies doivent être actives, interactives, coopératives, véritablement, pas seulement des travaux d'équipe en collaboration. Le paradigme de la compétitivité doit être remplacé par celui de la co-construction et du co-développement.
Offrir un soutien pour développer les capacités. Eh bien, l'enseignement doit tendre vers un accompagnement pour un soutien des capacités des étudiantes et des étudiants. Je reprends ici le mot de l'approche des capacités de Martha Nussbaum. Il s'agit véritablement pour l'enseignante ou l'enseignant de contribuer à l'émergence du profil singulier de l'apprenant, à ses talents, à ses aptitudes, à ce qu'il a envie de développer, à sa manière d'être au monde. Et ensuite, éduquer. Bien, les étudiants doivent développer eux-mêmes des compétences en matière d'éducation. Une relation d'apprentissage mutuel entre l'enseignant et l'apprenant doit donc être au cœur des approches et des stratégies pédagogiques, puisque c'est en vivant cette posture éducative au sein même de leur parcours universitaire qu'ils seront en mesure ensuite de le transférer dans le cadre de leurs actions citoyennes, professionnelles. Bref, comment peuvent-ils devenir eux-mêmes éducateurs dans le monde? Ensuite de ça, transformer. Eh bien, les étudiantes et les étudiants ne peuvent plus se contenter du statu quo face à un avenir qui leur semble bouché. Les injustices sociales et environnementales obligent à orienter les programmes de formation universitaire envers la transformation du monde. Les solutions palliatives qui cherchent à maintenir le statu quo et à prolonger la survie du système actuel ne peuvent tout simplement plus constituer un projet éducatif pour les étudiantes et les étudiants. Alors, je nous laisse sur cette citation de Murray Bookchin, père de l'écologie sociale, qui nous dit: «Nous devons demander l'impossible, sinon nous devrons faire face à l'impensable». Alors, merci, puis au plaisir de discuter avec vous dans la séance du symposium.